Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à tous dans cet espace de psychanalyse pour tous que nombre d'entre vous connaissez déjà très bien. Linda, bonsoir. Donc nous allons commencer par nous saluer puisque nous avons pris cette habitude, n'est-ce pas, pour savoir un petit peu qui est là, qui se présente, qui salue. Marie-Laure, bonsoir. Sabine, bonsoir tout le monde. Katia, bonsoir. Annick, bonsoir. Alors, nous sommes là. Néléa, bonsoir. Au rendez-vous du mardi à 21h. Catherine, bonsoir. Nidal, bonsoir. Donc, nous sommes contents de nous retrouver. Sonia, bonsoir. Donc, vous savez que nous sommes dans cet espace de diffusion de la psychanalyse et découverte de Sonia, Pauline, bonsoir, de Sigmund Freud principalement, et que notre rôle est de diffuser cette nouvelle dimension que Freud propose à l'être humain. Simona, bonsoir. Laura, Abdella, bonsoir. Martine, bonsoir. Célia, bonsoir. Simo, bonsoir, comment allez-vous? Donc Camélia, bonsoir. Donc nous allons commencer par j'aimerais bien pouvoir commencer pour une fois. Donc bon, d'abord je vais rappeler mon nom pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle donc Clémence Lenis. Et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Cannes, bonsoir, Mohamed. Et j'aimerais pouvoir commencer cette fois-ci, parce que je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je pense que c'est une bonne chose de remercier la psychanalyse, des transformations qu'elle présente, et de remercier principalement pour moi, et Samia, bonsoir, des conséquences du travail psychanalytique que la psychanalyse a eu sur ma vie. Et Sylvie, bonsoir. Samia, Céline, bonsoir. C'est-à-dire que d'avoir fait la psychanalyse a fait de moi une vraie travailleuse. Et quand je dis une vraie travailleuse, Ikem, Marie, bonsoir. Je fais référence, bonsoir Carlos, Nathalie, bonsoir. Je fais référence un peu à la possibilité que justement le travail nous donne, donc d'une manière différente. C'est-à-dire que Serge, bonsoir, Najette, bonsoir, Stéphanie, bonsoir, que apprendre à travailler est d'une façon différente, c'est-à-dire se laisser transformer par le travail qu'on réalise. Et donc la psychanalyse m'a aussi permis de réaliser ou de faire la vie que je veux, d'avoir des projets, d'apprendre à aimer, d'avoir un futur engagé avec d'autres personnes, avec d'autres projets, et de travailler pour continuer, bien sûr, à apprendre, à me psychanalyser et à travailler pour la diffusion de la psychanalyse, puisque c'est un instrument qui fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, à tous les gens qui s'en approchent. C'est quelque chose qui fait Mounia, bonsoir, Acha, bonsoir, qui fait du bien à nous tous et qui est un instrument, on va dire, idéal qui nous permet de nous éloigner de nous-mêmes, et c'est-à-dire s'éloigner de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entrer en contact avec le social, avec le monde, avec les autres. Et donc, bien sûr, tout ça, Amina, bonsoir, Chanchan, bonsoir, d'avoir la possibilité de construire une vie différente de celle qui était prévue pour moi pratiquement déjà avant la naissance. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés pour l'étude de la psychanalyse, Nathalie, bonsoir. Mais non, vous venez d'arriver, c'est bien, c'est parfait. Pour tous ceux qui sont intéressés d'étudier un petit peu plus en profondeur la psychanalyse, je vous recommande le cours que nous sommes en train de réaliser, donc le dimanche. On a pris l'habitude de réaliser tous les dimanches un cours à 17h. Ce sont des cours qui sont
présenté par 4 cours à chaque fois, 4 cours sur un sujet, sur un livre de Freud, où nous faisons une lecture du texte de Freud, mais pas simplement une lecture, sinon que nous allons voir un petit peu tous les concepts que Freud nous présente dans différents textes, Kadja, bonsoir, Salma, bonsoir. Et donc actuellement, nous sommes en train de travailler un texte très intéressant, puisque c'est le texte de la deuxième topique qui s'appelle Le moi et le ça. C'est un cours qui a commencé dimanche, c'est un cours qu'on peut voir en direct le dimanche à 17h. Et si on n'a pas Rachid, bonsoir, Arik, bonsoir, si on n'a pas la possibilité d'être là le dimanche à 17h, ben je vous envoie ensuite le lien pour que vous puissiez visualiser le cours après 17h, on va dire le soir, dans la soirée. D'accord, donc je vous invite à participer au cours. Il y a le lien pour l'inscription sur la page. Donc aujourd'hui, nous sommes proposés, comme c'est le jour des amoureux, le jour de la Saint-Valentin, le jour des amoureux, donc sur Facebook le dimanche à 17h. Non, c'est pas sur Facebook, là c'est sur une autre plateforme. Noureddine, bonsoir. Donc cette fois-ci, nous allons nous occuper et essayer de diriger un petit peu le travail d'aujourd'hui sur la sexualité humaine. Or, bien sûr, la sexualité humaine vue par la psychanalyse, bien évidemment. Puisque ces cours doivent être complètes d'une analyse didactique. Ça, c'est l'idéal, Nathalie, mais on peut déjà commencer par le cours, et puis après, on peut s'intéresser à l'analyse, oui. Donc, pour aujourd'hui, sur cette sexualité humaine, on va commencer pour essayer de faire un petit peu, puisque vous avez vu qu'on a l'habitude de, dans les... Ok, laquelle, désolé. Donc, on a l'habitude de faire référence au genre. On parle du sexe et on parle du genre. C'est quelque chose qui est devenu un petit peu à la mode. Donc on va faire un petit peu pour voir quelle est la différence quand on parle de genre et quand on parle de sexe, quelle est la différence qui se présente. Donc la sexualité humaine, elle commence avec la sexualité infantile. Cette sexualité infantile, donc qui commence pratiquement dès la naissance et qui va ensuite être réprimée. Ensuite, après cette répression, Michel, bonsoir, après cette répression, il va y avoir une période de latence, une amnésie infantile, c'est-à-dire que toute cette première partie de notre sexualité va être complètement oubliée. Et ensuite, après cette période de latence, il va y avoir un renouveau, Séverine, bonsoir, c'est-à-dire la sexualité ensuite revient au début de la puberté. Et elle revient sous une forme, on va dire, qui va s'apparenter à la sexualité adulte. Donc Freud va nous dire, et ça c'est très important, qu'il n'y a pas de sexualité détachée du social. Et quand on fait référence au genre, en fait le genre c'est une sorte d'organisateur social. Un petit peu comme on fait référence à la classe sociale. Daniel, bonsoir, à la classe sociale, ou non, la classe sociale, la race, l'âge. C'est-à-dire que le genre est pris en compte pour la constitution des plans culturels de la société. Donc, et que dans le genre aussi, il y a des caractéristiques qui appartiennent un petit peu des caractéristiques historiques, et comme si c'était deux univers différents. Il y avait l'univers féminin et l'univers masculin. Donc ça s'appelle Jasmina, bonsoir. Donc Freud va insister sur le fait, et ça c'est très important, qu'il n'existe pas un individu tout seul. L'individu seul n'existe pas. Et c'est-à-dire que cet individu, il est toujours le résultat, on va dire, de tout ce qui l'entoure. Il est le résultat de ce qui l'entoure, c'est-à-dire que l'être humain est un être social. Et quand on fait référence au genre, on fait référence justement à cette construction sociale et historique que propose en fait la différence des sexes. Donc vous savez que c'est catalogué, non? Ce qui correspond au masculin, c'est telle chose, et ce qui correspond au féminin, c'est telle chose. Au niveau social, quand on fait référence au genre. Mais en fait, l'être humain, bien évidemment, il est bien plus compliqué parce que il est pris dans l'engrenage du langage.
il est pris dans l'engrenage du langage, et nous arrivons dans un monde où les gens parlent, nous allons être fabriqués par un tas de phrases qui vont aussi bien évidemment déterminer notre manière de nous développer. Marie, bonsoir. Donc, il n'y a pas une différence claire entre ce qu'on appelle le féminin et ce qu'on appelle le masculin. Alors, la médecine ou la science médicale va faire référence donc à la biologie et va dire Liazine, bonsoir, et va faire référence et va dire simplement, si on se restreint à la biologie, on va dire que le masculin, c'est celui qui possède des spermatozoïdes, et la partie féminine, le féminin, c'est celui qui va avoir la capacité d'ovuler, qui a les ovules. Mais en fait, ces caractéristiques anatomiques, en fait, elles vont se transformer, elles vont se perdre, elles vont se diluer quand l'individu, justement, rentre dans la société et qu'il va hériter de ces facteurs culturels qui l'entourent. Et donc, il va s'établir une identité de genre, et non pas une identité sexuelle, qui va être différente. L'identité sexuelle va être en relation, donc c'est ce qui va intéresser la psychanalyse. Et quand on parle d'identité de genre, ça n'a rien à voir avec l'identité sexuelle, puisque, je le répète, quand on fait référence au genre, on fait comme une catégorie, non, comme on pourrait parler d'une race. Alors, rappelons un petit peu, même au niveau biologique, qu'en fait, au départ, dans la constitution de l'être humain, quand le fœtus est encore dans le ventre de la mère, il n'y a pas au départ de différence sexuelle, que la différence sexuelle va apparaître à partir du 3e mois, qu'il va commencer à se définir anatomiquement la différence entre le petit garçon et la petite fille. Et l'importance de distinguer ou de vouloir distinguer un petit peu ce qu'on appelle le sexe et ce qu'on appelle, Ikram, bonsoir, ce qu'on appelle le sexe et ce qu'on appelle le genre, ce n'est pas pour une prétention intellectuelle, sinon c'est pour essayer de montrer en fait qu'il y a quelque chose, que cette dialectique qu'on présente entre l'homme et la femme n'est pas une telle dialectique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette définition entre l'un et l'autre, sinon que nous sommes bien plus complexes. Qu'en fait, nous sommes des êtres, Sarah, bonsoir, nous sommes des êtres sexués. Nous sommes des êtres sexués, des corps sexués, et que ensuite, une fois que nous sommes constitués comme des êtres sexués, chacun va choisir son objet pour la satisfaction de sa sexualité. Mais ça ne va pas transformer, on va dire, notre situation de corps sexué, dans le sens où l'être humain a la possibilité de choisir n'importe quel objet pour sa satisfaction, objet, c'est-à-dire un autre corps sexué pour sa satisfaction sexuelle. Paola, bonsoir. Donc de la même façon, Cécile, bonsoir, Esther, bonsoir. Donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est que cet être humain, quand on parle de cette sexualité, Yana, bonsoir, cette sexualité humaine, sa particularité, c'est que dès le départ, nous sommes fabriqués, on va dire, pour une bisexualité. Et que cette bisexualité, elle appartient au psychisme. C'est quelque chose qui appartient au psychisme. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une chose ou une autre, sinon que nous sommes une chose et une autre. En psychanalyse, nous avons l'habitude d'utiliser le et non pas le ou. Nous avons l'habitude d'ajouter ça. Il a bonsoir. Donc, il y a différentes choses qui vont agir, on va dire, qui vont agir sur la fabrication de ce corps sexué. Donc, d'un côté, il va y avoir un rôle très important qui va intervenir, qui va s'exercer à partir de l'inconscient, sur ce qu'on va appeler le répertoire sexuel de l'homme et de la femme. Et en plus, il y a, bien évidemment, qui vont aussi avoir un rôle, les influences historiques et sociales, qui vont avoir un rôle important. Et qui vont, et ensuite, comme 3e point, on va dire notre propre expérience sexuelle
particulières. Pourquoi certaines personnes rencontrent des problèmes de libido? Des problèmes de libido. Mais ça, on va voir que ce n'est pas... la libido, c'est notre énergie sexuelle. D'accord? Donc, notre énergie sexuelle, et que les problèmes de libido, c'est quand la libido, elle ne circule pas. Parce que le propre de la libido, c'est la possibilité de circuler. Donc, notre expérience personnelle particulière, notre expérience sexuelle particulière, subjective, en fait, donc elle est d'une certaine Claudette Bonsoir, d'une certaine façon, Annie Bonsoir, décorée, on va dire, par tous les éléments de la culture et de la société dans laquelle nous sommes tombés, ou en plutôt ces caractéristiques culturelles et sociales nous tombent dessus, et qui vont modifier cette structure, Donc c'est toutes ces significations collectives de la société, associées bien sûr aux situations sociales, ils vont modeler, ils vont participer au développement du moi à travers tous ces processus d'identification. Parce que le moi, quand on dit qu'un être humain ne fonctionne pas tout seul, parce qu'en fait il s'est construit à base d'identification, et il continue à se construire à base d'identification, et que les identifications permettent la formation du moi. Donc quand au départ il n'y a rien du tout, et elles vont aussi continuer à intervenir, ces identifications, à la transformation du moi. C'est pour ça qu'il y a toujours la possibilité au niveau psychique d'une transformation du sujet grâce à ces mécanismes, entre autres à ces mécanismes d'identification. Donc, Rabia, bonsoir. Donc, Freud, ce qu'il nous dit, c'est que dans ce jeu d'identification, qui va donc commencer avec les figures parentales, c'est-à-dire avec le mère et la mère et le père, et là, ce qu'on appelle la sortie du complexe d'Oedipe. Parce que le complexe d'Oedipe, c'est une machine qui va nous humaniser, qui va nous permettre de nous identifier comme être humain, et nous civiliser, nous civiliser. Donc le processus que va parcourir le sujet, en fait, c'est un processus de sexuation et non pas de sexe. C'est pour ça qu'on parle de corps sexué et pas de sexe. Bonsoir, Narvel, je ne sais pas trop comment on prononce. Donc, et on va voir, et la psychanalyse, et s'il n'y a pas il y a toujours des figures parentales, Marie. Et il y a toujours... Non, parce que tout le monde a un père et une mère. Alors que penser d'un sujet qui choisit l'homosexualité? Donc, Olivier, on a l'homosexualité, on va dire, c'est une lecture pour la psychanalyse qui n'est pas très appropriée, c'est-à-dire c'est comme si nous nous définissions par l'objet que nous allons choisir, alors que notre sexualité est bien plus ample que l'objet, on ne peut pas définir notre sexualité par rapport à l'objet que nous allons choisir, puisqu'en plus au départ on part du fait que nous sommes bisexuels. Donc on va parler de l'homosexualité en psychanalyse comme quelque chose de différent. Samia, bonsoir. Asma, bonsoir. C'est-à-dire que nous ne sommes pas définis par nos goûts ou par nos choix. Hein. C'est-à-dire que même si je vis en Espagne, je suis toujours française. Non, ça veut dire que même si je choisis l'homosexualité, je suis toujours bisexuelle. C'est d'une certaine façon c'est-à-dire que ma constitution, c'est une constitution bisexuelle. Après, moi je fais de ma vie, non, je choisis les objets que je veux, ça c'est une autre chose. Mais ce ne sont pas ceux que je choisis qui me définissent. Et si la séparation a eu lieu juste après la naissance, mais il y a quand même, Marie, il y a quand même un père. Parce qu'il n'y a pas d'être humain sans un spermatozoïde et une ovule. D'accord. Pasteur Friou Gilda. Bonsoir Clément, je suis depuis le Bénin en Afrique. Bonjour, bonsoir du Bénin. Bonsoir au Bénin. Donc en psychanalyse, on va dire justement qu'on va rendre plus complexe la situation parce que sinon, Marie, on pense que nous sommes définis par notre vécu. Et en fait, on va voir que nous ne sommes pas définis que. On vient de voir que nous sommes définis par notre position dans l'inconscient, que nous sommes définis par notre situation socio-culturelle et un petit peu par notre expérience vécue.
Donc, je veux dire, dans ces cellules monoparentales dont vous parlez, et très souvent, la maman, elle va prendre le rôle du père pour pouvoir établir, c'est-à-dire que monoparental, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu qu'une mère. Le père, il est quelque part. Le père, il existe dans les phrases. Non? Donc, c'est-à-dire, cette construction est irrémédiable. Oui, Vanille. Myriam, bonsoir. Et ce qu'on va voir en psychanalyse, c'est qu'on va parler dans la constitution de la sexualité de l'être humain qu'il y a 4 sexes. 4 sexes dans le sens où, quand on va parler de sexe, ou qu'on va parler de position sexuelle, on va faire référence à des positions psychiques. Et on va faire référence à la position de la mère, la position du père, la position de l'homme et la position de la femme. Et que chacun d'entre nous, donc nous sommes beaucoup plus que bisexuels, c'est pour notre relation d'objet. Mais qu'en fait, nous sommes beaucoup plus que ça. Hein? Nous sommes beaucoup plus riches, c'est-à-dire que de la même façon que une femme, quand elle prend le rôle ou qu'elle réalise le travail de maman, et elle a le rôle de la maman. C'est pour ça qu'on peut être maman sans avoir des enfants, sans avoir accouché, on va dire. Nicole, bonsoir. Céline, et si le père est absent psychiquement? Psychiquement, il ne peut pas être absent. Bon, c'est-à-dire qu'il y a toujours, et de toute façon, quand il est absent psychiquement, comme vous dites Céline, après il faut le construire en psychanalyse, on va dire. En psychanalyse, on va construire ce père absent, c'est-à-dire où... mais en fait, il n'est pas absent, sinon qu'il n'a pas... c'est pas établi complètement avec dans son rôle, dans cette fonction de père. Hein. Donc, très bien, Vanille, exactement. Ça peut être une institution, ça peut être un grand-parent, ça peut être un oncle, ça peut être le jardinier, Vanille, le jardinier ou le boucher. D'accord? C'est-à-dire que ça peut être... Parce que le père, c'est quoi? Le père, c'est une phrase qui va intervenir. Non? Rappelez-vous, le père, c'est celui qui a la fonction de séparer l'enfant de sa mère. Pauline, c'est une fonction paternelle plus qu'un père, exactement. Donc, c'est une fonction. Mais la mère, de la même façon. D'accord? Il y a la fonction mère, c'est-à-dire celle qui doit s'occuper de l'enfant, même si ce n'est pas la mère biologique, même si c'est une institution. Donc notre sexualité dépend en partie de nos parents aussi. Donc notre sexualité, pas de nos parents. Notre sexualité ne dépend pas de nos parents, sinon que notre sexualité va dépendre de notre manière d'avoir vécu, de nous être identifiés à ces figures parentales. Le père, c'est l'ailleurs de la mère. Vous voyez comme c'est joli, par exemple. On va dire que le père, en fait, c'est ce que désire la mère. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une fonction, parce qu'il n'y a pas obligatoirement un homme. Non, c'est autre chose, en fait, c'est le désir de la mère. Si la mère, c'est son travail qu'elle désire, hein, c'est le travail qui va avoir, au départ, la fonction de père. Mais vous voyez, vous êtes intéressé par la fonction du père. On y reviendra, l'interdit. Donc on va dire l'interdit, l'interdit c'est la mère, l'interdit c'est le père, l'interdit c'est les frères et sœurs. Hein, c'est ça qui est interdit, c'est la loi qui nous aide à nous structurer et à nous civiliser. C'est-à-dire qu'accepter cette loi, c'est nous permettre d'avoir une vie. Parce qu'après, il y a des gens qui troublent cette loi dans le sens où qu'ils l'appliquent d'une façon exagérée. Donc sans avoir de l'affection parentale, il nous sera alors difficile de vivre une sexualité épanouie. Sans avoir de l'affection parentale, non. Je n'ai pas parlé de ça, non. Et en cas de séparation, donc parce que l'expérience vécue, on va voir qu'elle va avoir, je répète, une toute petite partie d'intervention dans le psychisme. Dans le psychisme. Alors après, le sujet va raconter de sa vie d'autres choses. Parce que le sujet, il ne sait pas exactement ce qui se passe dans son psychisme. Donc il s'agit d'autre chose. Non, comme maintenant, nous, on s'occupe de comment se produit le psychisme. Et dans la production de ce psychisme, l'intervention de l'expérience vécue du sujet, de sa relation, de comment était son papa, de comment était sa maman, si elle était là, si elle n'était pas là, si elle était gentille, si elle n'était pas gentille, ça intervient de façon réduite, on va dire, dans la composition du psychisme. Il y a des choses qui sont bien plus importantes. La société dans laquelle nous arrivons quand nous arrivons à la naissance va avoir une énorme importance dans la construction du sujet, pratiquement plus importante que nos parents, mais bon.
Donc, il va falloir donc faire ce travail, non, de sortir de cette dialectique des hommes et des femmes. Il n'y a pas des hommes et des femmes, sinon qu'il y a des corps sexués, hein, comme je disais, et qu'après chacun choisira son objet pour sa satisfaction sexuelle. Donc ça c'est, je veux dire, de la même façon qu'on peut préférer les pommes aux poires ou les poires aux pommes, c'est quelque chose, on va dire, qui... parce que ce que nous a montré Freud, avec le travail qu'il a présenté sur la pulsion, c'est qu'en fait, l'être humain, il a très intéressant, je dirais, je viens de le partager dans notre groupe pour permettre à plusieurs de suivre. Très bien, très bonne idée. Très bonne idée d'ailleurs, beaucoup d'autres peuvent le faire. Vous savez que cette vidéo est à partager, donc à partager pour que d'autres, effectivement, puissent le suivre. Donc, nous sommes des corps sexués et que nous avons la possibilité de choisir les objets que nous voulons. Parce que, comme je disais, Freud nous a expliqué que la pulsion, c'est-à-dire notre énergie libidinale, notre énergie sexuelle, en fait, elle se réalise dans le mouvement. La satisfaction n'est pas exactement avec tel objet ou tel autre, sinon qu'elle va se satisfaire dans le mouvement. Donc ça, c'est le propre de mouvement libidinal. Ça ne veut pas dire qu'après, dans notre vie, nous pouvons... c'est assez compliqué de choisir un objet différent à chaque fois, mais c'est une possibilité de la pulsion. La pulsion, elle a cette possibilité-là. Après, pour pouvoir s'organiser et avoir une vie, il est plus pratique de choisir quelqu'un, de s'installer avec quelqu'un pour pouvoir réaliser sa vie, non, pas toujours être en train de changer, etc. Mais la pulsion, elle n'a pas besoin d'un objet précis, sinon qu'elle a besoin d'un objet pour sa réalisation et que la réalisation, elle est dans le mouvement. Dans le mouvement. La satisfaction pulsionnelle est dans le mouvement de la pulsion. Donc, on disait que dans la sexualité infantile, l'enfant est déjà sexué. Dès la naissance, l'enfant est sexué. Hein, que cette sexualité infantile donc se réprime, qu'il rentre dans cette période de latence où le sexuel va arrêter de l'intéresser, mais que cette sexualité ne meurt pas, sinon qu'elle se réprime, c'est-à-dire qu'elle va revenir. Ce qui est, une fois rentré dans l'appareil, Felipe, bonsoir, ce qui est rentré dans l'appareil, une fois que c'est rentré, ça ne sort plus jamais. Donc après, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est rentré, comment on va... Non, parce que bien sûr, cette sexualité infantile, en fait, elle va ressurgir. Elle va ressurgir. Et comment elle va ressurgir? Elle va ressurgir, on va dire, avec à la recherche de ces mêmes satisfactions que nous avions eues dans l'enfance. C'est pour ça qu'on va parler, par exemple, parfois le mouvement n'est plus possible. Le sujet... Effectivement, la pulsion est dans le mouvement et pas dans l'utilisation de l'autre. Exactement. Donc l'objet est indispensable, Olivier, d'accord? L'objet est indispensable, mais c'est pas... En fait, on a besoin d'un objet, mais cet objet, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est le mouvement. C'est pour ça qu'il est intéressant toujours de faire, de réaliser. À quoi est due l'absence d'envie sexuelle? Que l'envie, elle est ailleurs. Et en plus, c'est une envie, on va dire, apparente. Apparente, non? Apparemment, je n'ai pas envie, non? Comme tout d'un coup, on va dire, tiens, je n'ai pas faim. Mais on vous met un bon plat devant et puis vous dites, tiens, l'envie vient en mangeant, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir, quand on dit j'ai pas envie, de quoi il s'agit réellement. Il faut écouter. Donc, on dit que toute sexualité infantile revient, va ressurgir. Mais elle va ressurgir sur une autre forme, parce que sur la forme de l'adulte, quand il y a une sexualité infantile qui Marie, ici Céline, elle parlait d'envie. Après, le désir sexuel et l'envie, le désir, c'est autre chose. Non, c'est un autre concept en psychanalyse. Donc, quand on dit, en bon chef de cuisine, je suis d'accord, la satisfaction vient de l'attirance, de l'envie ressentie pour l'autre. Non, ça, c'est dans la conscience. Non, on croit qu'on est attiré par l'autre. Mais en fait, c'est parce qu'on a mis des choses dans l'autre qui nous intéressent. Non, enfin, on a vu des choses dans l'autre, on dit, tiens, celui-là, il m'intéresse, mais c'est parce qu'on a vu. Quand on le connaît mieux, tout d'un coup, on dit, mais comment j'ai pu être attiré par celui-là ou par celle-là? Non, par exemple. Donc, c'est-à-dire que ça part toujours de nous. Non? C'est ce qui est important, c'est-à-dire que tout part toujours de nous. C'est pas que l'autre, il nous a attirés et nous sommes tombés dans ses griffes. Non, non. C'est nous qui avons choisi. C'est nous qui avons choisi.
Donc, cette sexualité infantile va ressurgir, mais elle va ressurgir donc, ou dans certains cas, elle ressurgit telle qu'elle a été dans l'enfance, et alors ça fait des désastres, parce que l'enfance dans la vie adulte, en général, ça fait des désastres. Donc elle va ressurgir, mais sous d'autres formes, et pas sur d'autres formes. On va appeler ça, par exemple, tout ce qui concerne les jeux préliminaires, non, s'embrasser, se caresser, tout ça, ça fait partie, s'exhiber, non, ça fait partie des jeux préliminaires avant l'amour. On va dire une certaine cruauté aussi pendant l'amour. Donc ça fait partie de ces préliminaires qui correspondent à cette sexualité infantile qui revient, non, chercher une satisfaction chez l'adulte et donc qui est bien évidemment recadré, on va dire recadré pour que ça corresponde à la vie d'adulte que nous allons. Nous n'allons pas sortir dans la rue tout nu en disant bah oui, quand j'étais petit je faisais ça et c'était vachement bien. Donc je recommence à le faire. Non, ça ce n'est plus autorisé. Non, c'est pas l'attentat à la pudeur. Donc vous voyez, donc mais dans l'intimité, si qu'on peut rejouer à l'exhibition dans l'intimité. Donc, c'est-à-dire que cette sexualité infantile, elle vit en nous. Elle n'a jamais disparu. Elle vit en nous. Non, et que donc toute cette sexualité infantile va rentrer en jeu, va participer dans ce jeu préparatif avant l'amour pour ensuite, bien évidemment, s'orienter vers la satisfaction complète, on va dire, de l'acte sexuel. Donc, et que après il y a, non, Céline a disait, mais quand la libido, donc la libido elle peut rester bloquée à des stades infantiles ou dans certaines relations la satisfaction va s'arrêter au préliminaire. Non, les préliminaires, c'est avant, on va dire tout ce qui va mettre en ambiance, non, c'est tout ce qui va mettre en ambiance, on va dire, non, s'embrasser, les caresses, tout ce qui signifie si on fait un petit comment ça s'appelle, un striptease, tout ça. Ce sont des choses qui appartiennent à l'enfance, mais que nous avons adaptées pour l'âge adulte pour que ça réveille l'envie, Céline. On va dire. Donc, ce qui est important, c'est que justement, donc c'est pour ça que c'est important d'étudier la sexualité infantile, puisqu'en fait, elle continue à vivre en nous. Donc, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Quand on fait référence à la sexualité infantile, Freud la définit comme une sexualité qui est polymorphe perverse. Mais qui est polymorphe perverse, c'est-à-dire qu'elle a différentes manières de se satisfaire, la sexualité infantile. Il a de nombreuses manières de se satisfaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme dans l'adulte fixé un objet, parce que quand on parle de perversion chez l'adulte, c'est-à-dire qu'il a besoin de quelque chose de précis pour, non, quand on dit par exemple la petite culotte rouge, il a besoin obligatoirement de voir la petite culotte rouge parce que sinon il ne peut pas réaliser l'acte sexuel. Donc la sexualité infantile se transforme aussi en fantasme aussi, mais quand elle est un fantasme, non, elle n'a pas beaucoup de, c'est rien du tout. Je veux dire fantasmer, il n'y a pas de, comme il n'y a pas de répercussion dans la réalité, au contraire, non, fantasmer c'est plus justement de l'immobilisme, on va dire. Et donc, ce qui fait la différence entre cette perversion infantile, comme parle Freud, c'est-à-dire que l'enfant, il va se satisfaire quand il va l'exhibitionnisme, quand il va être voyeur, quand il va être cruel, qu'il va aller écraser des fourmis. Ça, c'est quelque chose qui est, toutes ces choses qui appartiennent à la perversion, on va dire polymorphe perverse des enfants. Donc, ils vont jouer avec leur caca, qui ont toutes ces choses. Pourquoi il y a de la culpabilité dans la sexualité? Ça, c'est un autre sujet, non? Mais il ne devrait pas y avoir de culpabilité dans la sexualité. Il n'y a pas de raison d'avoir de la culpabilité dans la sexualité. Donc, il y a une difficulté à accepter nos désirs sexuels. C'est différent. Non? Après, si on se sent coupable parce qu'on a désiré des choses qu'on considère, ou c'est une question de la morale, que notre morale ne nous permet pas et que nous enferme dans un type de désir où je ne peux que désirer de cette façon-là, que certaines personnes, ou que quand je désire alors que, non, que j'ai un contrat avec une autre personne et je désire quelqu'un d'autre, alors là, non, je me sens coupable, c'est parce que je suis un petit peu stricte avec mes désirs sexuels, parce qu'en fait, une chose, c'est avoir des désirs,
Et une autre chose, c'est les réaliser. Donc, nous avons la possibilité, l'être humain, il n'a pas à avoir ni honte, ni se sentir coupable de ses désirs sexuels. Il peut tous les accepter. Ce sont des désirs. Quand on passe à l'acte, là, il y a des engagements avec le social. Donc là, obligatoirement, si je passe à l'acte, il y aura des répercussions dans le social. Donc là, je peux me poser la question, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas? Ou comment je peux faire pour réaliser? Parce qu'après, il y a des choses où je peux contourner pour obtenir une satisfaction différente. Donc j'insiste sur le fait de cette différence de sexualité entre cette sexualité infantile, donc il y avait plusieurs manières, différentes manières de, s'il y a culpabilité, il n'y a pas de plaisir, donc il y avait plusieurs manières de se satisfaire dans la sexualité infantile, et qui va donc devenir vraiment une perversion, on va dire, quand chez l'adulte, ça se fixe. Quand il y a, non, comme je disais, par exemple, je donne cet exemple classique de la petite culotte rouge. Non, donc, et de la même façon, quand on va se fixer un objet déterminé, on va considérer que c'est aussi de l'ordre de la perversion. C'est pour ça que nous sommes tous pervers. Que signifie le fait d'avoir des relations extra-conjugales en psychanalyse? Que voulez-vous que ça signifie? Ça, c'est de l'ordre de la moralité, des contrats sociaux. Non, la psychanalyse, elle n'intervient pas là-dedans. Non, c'est les contrats, c'est les modèles sociaux. La satisfaction de ces désirs est-elle un impératif catégorique? Non. Non. Donc on va dire que il y a non, on va pas pouvoir réaliser tous nos désirs, c'est impossible. Perversion ou obsession dans le cas de l'exemple de la culotte rouge. Dans le cas de la culotte rouge, c'est une perversion, Marie. Non, l'obsession c'est autre chose. Non, l'obsession c'est autre chose. Là c'est un fétiche. J'ai besoin de cette culotte rouge pour pouvoir considérer que mon objet, que l'objet que j'ai choisi, c'est un objet, on va dire, digne de mon désir et de la satisfaction. Donc, on va dire, et ça fait partie. Mais l'être humain, puisque l'enfant est un polymorphe perverse, ben dans l'être humain, nous allons aussi, nous, avoir des perversions. Et ça fait partie du truc. Ce n'est pas quelque chose, oh, perversion, quelle horreur. Non. Non, de toute façon, Freud, il va dire, la perversion fait partie de notre sexualité, fait partie de la sexualité normale. Après, la personne qui ne peut avoir de relations sexuelles qu'avec une femme qui porte une petite culotte rouge, ben, il a limité. C'est-à-dire que sa sexualité est très limitée, dans ce sens-là. Mais c'est une solution pour aboutir à la satisfaction. Hein? Je veux dire que, dans tous les cas, on va dire qu'une sexualité faite de fantasmes. Ben, une sexualité faite de fantasmes, c'est une sexualité qui n'existe pas. On va dire, vous vous rappelez, Serge, on va dire que c'est... non, parce qu'en fait, c'est de la masturbation mentale. S'il y a des fantasmes et que je ne passe pas à l'acte, que j'ai des difficultés à être en relation avec cet autre pour qu'il m'aide à obtenir ma satisfaction, parce que j'ai besoin de l'autre pour ma satisfaction. Donc justement, on va dire que la perversion, elle est acquise. Dans tous les cas, elle est acquise, mais elle fait partie de ma constitution. Ce n'est pas quelque chose où on va dire non, quelle horreur, je suis perverse. Ben non, oui, nous avons des points pervers. Mais le problème, c'est quand nous n'avons que ça. La perversion, elle devient mauvaise, comme dans tout chez l'être humain. Quelque chose devient mauvais quand je ne peux pas faire autrement. Non, ben donc, on parle de perversion quand je ne peux pas faire autrement. Quand je ne peux que à 7 heures du matin. Je ne peux pas à une autre heure, que à 7 heures du matin, que de cette façon-là. Ça fait partie d'une perversion. Mais je répète, et ça c'est le plus important, et j'aimerais bien que vous puissiez l'apprendre, c'est que la perversion, ce n'est pas un drame de la vie de l'être humain. Ça fait partie de sa sexualité. Donc c'est quelque chose qui appartient à l'être humain. Donc l'être humain, il est pervers. On va dire, il est pervers dans sa constitution, de la même façon que nous avons différents éléments, la scène bonsoir,
de différents éléments qui participent à notre constitution, qui font que l'angoisse fait partie de notre constitution, la culpabilité fait partie de notre constitution, l'agressivité fait partie de notre constitution, donc il y a plein d'éléments, et la perversion fait partie de notre constitution, la répression fait partie de la constitution, la sublimation fait partie de notre... Donc ce sont tous des mécanismes, des choses qui font partie de nous. Le problème, c'est quand on ne peut qu'une chose, ou qu'on nous voit ça réduire non, notre vie, non, comme je disais, il y a des personnes qui ne peuvent faire l'amour qu'à 7 heures du matin. Alors, il y a qu'à 7 heures du matin. Donc, elle est qualifiée de perverse parce qu'il y a une... pourquoi là, c'est ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je ne sais pas si je peux répondre. Perversion, version du père, un lien avec le surmoi. Donc la perversion est en relation, bon ça c'est une autre étude, Olivier, dans laquelle je ne veux pas rentrer aujourd'hui. La perversion est-elle psychologique? Dans quel sens elle est psychologique? La perversion, c'est une manifestation qu'on va voir dans la réalité du sujet, dans une position perverse du sujet, c'est-à-dire ne pouvoir obtenir la satisfaction que d'une manière. Donc on disait que tout ça, ça se joue donc dans cette constitution de l'enfant qui va donc s'identifier à ses premières figures parentales, c'est-à-dire les gens qui sont autour de lui, on va dire. Pourquoi? Parce que ça va dépendre d'une grande dépendance de lui. Ils vont avoir une grande dépendance de ceux qui les entourent. Ils lui ont donné la vie, ils lui donnent à la manger, ils ont besoin d'eux pour avoir une maison, non? Et en plus, ce sont des gens qui, normalement, est-elle considérée comme une addiction sexuelle, la perversion? Non, Marie, pas obligatoirement, nous sommes tous perverses. Donc, et on va dire qu'il y a donc que ces adultes vont participer aussi à la possibilité du développement de ces enfants, qui vont les aider à grandir. Et donc, cette sexualité, elle se joue dans cette ambiance, au départ, dans cette ambiance familiale. Et ensuite, y arrive le complexe d'Oedipe, avec la série d'identifications. Parce qu'en fait, le complexe d'Oedipe, ce sont des identifications qui vont se réaliser. Et que le chemin, Saïd, bonsoir, le chemin de la petite fille va être différent du chemin du petit garçon. Non? Et il va y avoir un point qui va être très intéressant, c'est justement notre relation à l'objet. Parce qu'en fait, la sexualité de l'enfant va commencer, mais justement Freud disait l'enfant est un pervers polymorphe, donc l'enfant peut avoir du plaisir de plusieurs manières, exactement. Donc c'est pour ça que chez l'enfant c'est normal et que l'enfant il peut avoir il a cette liberté puisque ça fait partie de son développement, que pour lui c'est normal. Le problème c'est que quand justement chez l'adulte, ça se fixe sur un seul élément. Et c'est là où on va parler de perversion chez l'adulte. Alors que chez l'enfant, c'est cette différent type de satisfaction qu'il a la possibilité d'avoir. Non, il va mettre dans la bouche n'importe quoi, il va jouer avec son caca, tout ça, ça lui donne énormément de plaisir. Je veux dire que tout ce qui est après vont être interdits parce qu'après il va y avoir, donc pour que tous ces types de satisfaction puissent être freinés pour qu'il arrive dans la société et ne continue pas à faire ce genre de choses, il va y avoir ce qu'on appelle les barrages. Les barrages, et donc Freud parle de barrage, le dégoût. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça, c'est un sentiment social qui a été transmis à l'enfant pour qu'il puisse renoncer à certaines choses, de ne plus mettre n'importe quoi dans sa bouche. Après, il va y avoir la honte pour qu'il prenne l'habitude de s'habiller, on va dire, pour plus qu'il se promène tout nu partout. Non? Donc il va y avoir la pudeur, la honte, le dégoût, la morale, et tout ça, ce sont des éléments qui vont freiner cette sexualité pour que justement elle puisse s'orienter, parce que le but de la sexualité après c'est quoi? Qu'elle passe et qu'elle ait comme fonction la reproduction, pour obtenir, pour arriver à cette fin du but de la sexualité qui est la reproduction. C'est une façon de jeu, mais la sexualité chez l'enfant c'est une façon de jeu. Pour l'adulte, nous le voyons comme un jeu, mais lui, pour lui c'est sa sexualité, c'est pas un jeu. Non, que c'est nous qui disons, il est en train de jouer pour pouvoir l'accepter, on va dire, il est en train de jouer. Non, c'est une satisfaction sexuelle. Non? Donc ces barrières, ces barrages qui vont s'établir pour freiner l'enfant,
après, ces barrages, ils doivent disparaître. C'est-à-dire que un adulte qui a encore honte, un adulte qui a encore de la pudeur, du dégoût, qui est encore très moral, ce sont des barrages qui n'ont plus lieu d'être, qui devraient disparaître. Pourquoi? Parce que, après, l'adulte, il a quoi? Il a renoncé à ce type de satisfaction. Il n'a pas besoin de maintenir le barrage. Il sait qu'il ne peut pas faire l'amour avec n'importe qui, n'importe où. Non? Donc, dans ce sens-là. Donc après, il a renoncé, il n'a plus besoin de maintenir à tout prix ses barrages pour l'empêcher. Et s'il maintient ses barrages, c'est parce qu'il a peur de ses propres désirs. Donc il maintient des barrages au cas où. Après, parce que nous avons peur de nos désirs dans le sens où nous fantasmons, nous pensons que si je n'ai pas honte, je vais lui sauter dessus, je vais l'embrasser, je vais le violer. Donc on maintient ces barrages parce qu'on a des fantasmes. Et si ces barrages ne disparaissent pas, eh ben nous avons une sexualité un petit peu, Cécile, un petit peu réduite, un peu limitée, pareil. Est-ce que la sexualité fait partie de... Exactement, Samy. On va voir que... Mais quand on parle de sexualité, après, en psychanalyse, c'est pas simplement ces relations sexuelles, sinon que ça fait référence à tout ce que va faire l'être humain. Parce que pour tout ce que va faire l'être humain, il a besoin de cette libido, de cette énergie sexuelle. Il va utiliser l'énergie sexuelle pour aller travailler. Marlene, bonsoir. Il va utiliser son énergie libidinale. On va voir que tout notre corps, il est libidinisé. Que tout notre corps, c'est pour ça que tout ce qui nous arrive dans le corps, non, il y a une intervention de la libido. Parce que nous avons un corps qui a été libidinisé, qui était recouvert, on va dire, par notre libido. Et en fait, ça va commencer, d'une certaine façon, on va dire que ça va commencer avec les soins maternels. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est la personne qui va s'occuper de nous quand nous sommes bébés qui va commencer à libidiniser notre corps avec les soins de l'hygiène, qui va commencer à nous toucher, à nous caresser, à bien nous nettoyer, à nous frotter par-ci, à nous frotter par-là. Et en fait, c'est cette personne, on va dire la mère, qui va s'occuper du bébé, qui va lui transmettre cette sexualité. C'est cette qui va transmettre, en fait, qui va transmettre la sexualité des êtres humains. Et c'est la mère, avec ce contact, y a-t-il un niveau où le pervers devient pathologique? Oui, quand il est limité, Nouridine. Toute forme d'énergie. Comment toute forme d'énergie, Nathalie? Non, le pervers, Nouridine, on disait que c'est quand il choisit un seul point, quand il ne peut faire l'amour que si la femme porte des talons hauts. Sinon, il ne peut pas faire l'amour avec elle, par exemple. Faut lâcher prise, faire sauter les barrières. Dans un monde idéal, faut y aller en faire pour être contenté, satisfait, réalisé, assouvi. Ou faut accepter qu'on n'est pas tout le temps satisfait et qu'on n'est pas tout le temps assouvi. En cas de manque d'affection de la mère, comment l'enfant peut-il développer sa libido? Et sa libido, même s'il y a un manque d'affection, parce que le nettoyage, c'est quelqu'un qui fait le travail de nettoyer le bébé. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a... alors bien évidemment il peut y avoir des conséquences mais ça après on va l'écouter dans le discours du patient, c'est-à-dire que si la mère elle nettoyait le bébé en disant j'aime pas faire ça, bon, par exemple obligatoirement elle va transmettre effectivement à son enfant quelque chose de différent que celle qui tombe amoureuse de son bébé et qui adore son bébé et qui lui donne plein de caresses et qui le couvre de caresses sans arrêt. Et on ne sait pas qu'est-ce qui est le mieux. D'accord? C'est-à-dire que un excès, non, dans un sens comme dans l'autre, mais la manière dont les soins sont donnés sont encore importants. Pas forcément la mère, mais la personne qui s'en occupe. Sylvie, bonsoir. Non, dans le sens où bien sûr qu'il va y avoir, mais ce que je veux dire, c'est que quand la mère est trop amoureuse avec son enfant, quand la mère, ce qu'elle désire le plus au monde, c'est son enfant et qu'il n'y a plus d'homme dans sa vie, par exemple, ou qu'elle ne s'intéresse à plus personne qu'à son bébé, bah ça c'est très grave. Ce sont des cas qui sont en général bien plus graves qu'un enfant qui n'a pas été bien caressé par sa maman. Pourquoi? Parce qu'il va trouver une autre qui va le caresser un petit peu mieux, par exemple, ou qu'il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Par contre, une maman très amoureuse de son bébé, eh ben, elle laisse personne le toucher. Personne d'autre le toucher, il n'y a qu'elle. Et alors, on va voir que c'est dans ces premiers contacts,
en fait, que le corps va, on va dire, érogénéiser, qui va se libidiniser. C'est-à-dire qu'elle va transmettre la sexualité. C'est comme si elle disait à son bébé, voilà, tu es un être sexué et tu vas avoir une sexualité et que tu vas... elle le prépare. Donc c'est pour ça que c'est un rôle aussi qui est très important, non, que c'est obligatoire. Je veux dire, c'est quelque chose qu'elle va transmettre à son enfant et qu'il faut qu'elle transmette. Hein. C'est pour ça que ne cherchons pas aussi le bon niveau. Il va jamais y avoir de maman parfaite. D'accord? La maman parfaite n'existe pas. Donc il ne va pas y avoir la maman, c'est cette femme qui a son trop plein d'énergie, son manque d'énergie, sa tristesse, ses excès, non, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'il va y avoir, peu importe. Après, non, je veux dire que il n'y a pas eu de maman parfaite. Personne n'a eu une maman parfaite. D'accord? Donc, et pourtant, nous sommes tous là. Donc, ça, c'est le principal. Donc, et on va voir que, donc au départ, c'est pour ça qu'on va penser qu'il n'existe pas exactement que notre sexualité vient toujours de l'autre. Qu'il y a toujours un objet. Et d'ailleurs, non seulement parce que c'est notre mère ou la personne qui sent. Merci pour déculpabiliser les mamans. Bah oui, il y a pas de, ça n'existe pas la maman qui l'a caressé l'enfant comme il fallait. Bah non. En plus, le premier, peut-être qu'elle l'a caressé moins, que le deuxième, elle l'a caressé plus, que le... Et alors? Et alors? Non, que je veux dire qu'il ne s'agit pas, il n'y a pas de... Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Ah, vous pouvez écouter pour voir si vous arrivez à déduire. L'éducation positive peut être catastrophique d'un point de vue psychanalytique. Mais c'est quoi l'éducation positive? La dyade mère-enfant symbiotique fusionnelle peut s'avérer pathologique. Peut provoquer, non, surtout si après il n'y a pas... Non, peut provoquer donc après une fixation de la libido. Une fixation de la libido. Non, le sujet mère et la fonction mère. Bonsoir, je vous revois à peine avec plaisir. Je vous rejoins, pardon. Bonsoir Françoise. Donc on disait que le corps de l'enfant va être taché, qu'on le veuille ou non, va être taché par la mère. C'est-à-dire qu'il va se constituer par cette énergie que lui transmet la mère. Et que la mère, elle ne sait jamais, parce qu'en plus, même si la mère, elle dit, moi je suis heureuse avec mon mari, je suis contente avec mon enfant, qu'apparemment elle fait tout bien, et après l'enfant, qu'est-ce qu'il va raconter? Donc comment l'enfant, il a reçu ça? Parce que ça, on ne peut pas le savoir, tous les enfants sont différents. C'est pas parce qu'on est petit et qu'on est une plaque blanche que nous avons tous besoin des mêmes choses, ou que nous allons tous recevoir de la même façon. Hein? Donc c'est pas seulement c'est cette rencontre entre ces deux êtres, cet être qui est en train de se former et cet autre qui a sa propre sexualité, qui est plus ou moins adulte ou plus ou moins infantile, parce que le problème aussi, c'est de temps en temps, les mamans, elles s'occupent des enfants et en fait, elles ont une attitude tout à fait, on va dire, elles s'occupent de l'enfant pratiquement comme si c'était leur poupée, avec, non, comme si c'était le poupée, comme si c'était, on va dire, un enfant oui, comme si c'était une poupée. On va dire, c'est déjà suffisant pour aujourd'hui. Donc, et donc ça, toutes ces informations-là sont intéressantes, pas pour s'occuper de notre vie, exactement de notre vie, pourquoi certaines femmes entrent dans ce fonctionnement. Par manque d'intérêt pour l'extérieur, peut-être Vanille. Non, c'est-à-dire que la femme, si elle n'a pas... C'est pour ça que le plus important pour une maman, pour qu'elle fasse son travail le mieux possible, c'est qu'elle s'occupe de sa propre vie. Qu'elle s'occupe de sa propre vie pour être heureuse dans sa propre vie, d'être contente de la vie qu'elle a. Et ça, c'est le meilleur travail qu'une maman peut faire. S'occuper de sa propre vie. Pourquoi? Pour ne pas dépendre de cet enfant. Non, comme dans le cas de Dominique de Dolto, la mère objective son bébé. Donc là, mais il ne faut pas s'occuper trop de la maman. Nous, on le voit comme une construction théorique pour savoir comment l'enfant a été. Et en plus que tout ça, ce qui va nous intéresser, c'est quand le sujet, dans une séance, il va parler. Comment il va raconter son histoire. La théorie de l'attachement, c'est le thème d'aujourd'hui. Non, raté. Le thème d'aujourd'hui, c'est la sexualité humaine. La relation fusionnelle mère-enfant existe-t-elle en psychanalyse? Bah oui, c'est ce qu'on appelle la cellule narcissique. Non?
C'est cette première période qui doit exister, qui est nécessaire. Non, c'est cette situation où il n'y a pas de séparation entre les deux. Et après, il doit y avoir quelqu'un qui va venir séparer, qui va dire à la maman, ne te colle pas trop à ton enfant, et qui va venir dire à l'enfant aussi, tu dois te séparer de ta maman. La sexualité est-elle l'art d'une perversion transcendée liée à un érotisme exacerbé? Je ne sais pas, Sylvie, je ne sais pas. La sensualité, l'art d'une perversion. Non, je ne sais pas, parce que qu'elle le lâche un peu. Exactement, qu'elle le lâche un peu. Mais après, c'est lui aussi qui doit partir. Parce qu'après, non, il arrive un moment où l'enfant, même s'il a une mère collante, et qu'il doit prendre la décision, lui, de partir. Non? Qui sépare le père? Bah oui, c'est le père. C'est le père ou la fonction père. C'est pour ça qu'on disait au départ que ça pouvait être le boucher, c'est-à-dire qui sépare le travail de la maman qui dit à l'enfant, je dois aller travailler. C'est ça qui va séparer. C'est pour ça que, non? Donc, et donc, pour revenir à cette question libidinale, à cette question de cette énergie sexuelle, en fait, qui nous a fabriqués, cette énergie, dans tous les cas, elle doit circuler. Et qu'est-ce que ça veut dire circuler? Parce que c'est une énergie psychique, c'est-à-dire que bien évidemment, on ne peut pas la toucher. C'est notre énergie psychique, et en fait, notre énergie psychique, elle touche tout ce qui nous intéresse. Tout ce que nous connaissons dans notre vie a été touché par notre libido, notre quartier. Non, quand on change de quartier, tout d'un coup on est dans un nouveau quartier, il va falloir qu'on fasse, non, qu'on recouvre le nouveau quartier avec notre libido pour nous approprier, pour dire c'est mon quartier. Non, remettre notre libido là-dessus, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un mouvement libidinal pour permettre que le nouveau lieu où j'habite commence à m'appartenir et c'est à moi. Non, pourquoi? Parce que je l'ai recouvert avec ma libido. C'est pour ça que cette libido, elle doit avoir toujours la capacité du mouvement. Et ça, c'est une chose, on va dire qu'une personne saine, c'est une personne qui a la capacité de la mobilisation de sa libido. Mais parfois, ce n'est pas possible, c'est le repli. Pourquoi? Parce que c'est le repli, parce que ou la libido, elle reste dans le moi, et donc elle fait des ravages, non? Ou la libido, elle est bloquée quelque part. Donc quand la libido elle est bloquée quelque part, ça produit des symptômes. Alors ça peut produire des symptômes physiques et ça peut produire des symptômes mentaux, on va dire. Donc dans tous les cas, c'est pour ça que là il faut commencer un traitement psychanalytique pour remettre en marche la libido, pour que la libido recommence à circuler, pour réactiver la circulation de cette libido qui s'est bloquée quelque part. Et qu'il faut la sortir de là. Il faut la sortir de là et que pour pouvoir intervenir sur cette libido, aujourd'hui, le seul instrument dont nous disposons, c'est la psychanalyse. Le complexe d'Oedipe peut-il mal influer psychologiquement sur notre sexualité et sur notre libido? Alors, il faudrait déjà voir, Samy, ce que ça veut dire une mauvaise influence, une mauvaise influence. Non? Donc, le complexe d'Oedipe, en fait, on va voir que le complexe d'Oedipe va intervenir dans nos relations avec le social, va intervenir dans notre relation avec les autres. Donc, quels sont les troubles et les désordres névrotiques qui apparaissent à l'adolescence liés à la sexualité infantile? Le travail de l'adolescent, Noureddine, c'est celui de se séparer de ses parents, parce que ses parents sont toujours psychiquement ses objets d'amour. Et donc, il va devoir faire le travail de se détacher, non, de se détacher de ses figures parentales. Et donc ça, c'est le travail que doit faire l'adolescent. C'est pour ça qu'il y a cette bagarre avec les parents et tout ça, parce qu'il est en train d'essayer de se détacher de tout ça, de ces liens affectifs qui étaient très forts. Imaginez, il aimait sa mère, mais il l'a aimée, mais d'une façon brutale, un passionné, un amoureux énorme. Et la petite fille, pareil. La séduction vers le partenaire dépend-elle de facteurs inconscients et pervers? C'est-elle différente chez l'homme que chez la femme? Peut-on guérir d'une frigidité? Oui, Amira. Peur ou guérir de peur? Donc, peut-on guérir d'une frigidité? Oui. Donc, et la question antérieure, c'était quoi? La question antérieure, c'était la séduction. La séduction, c'est quelque chose de particulier, non? On va dire que la séduction,
c'est quelque chose qui va intervenir, on va dire, non, qui va intervenir, chacun avoir non, la séduction, c'est un petit peu, on va reprendre ce qu'on faisait quand on était petit pour séduire. Hein. Très souvent, il y en a qui reprennent les mêmes. C'est pour ça que, on va dire, le meilleur pour la séduction, c'est parler. Parler, avoir une conversation avec l'autre personne. Non, parce que la séduction de base, c'est quand la maman s'occupait de l'enfant et l'hygiène. Ça, c'était la première séduction qu'a reçue l'enfant. Si la libido est bloquée quelque part, on est coupé de nos émotions, cœur vers la tête ou inversement. Non, on est coupé de l'extérieur, Marie. On est coupé, il n'y a pas de contact avec l'extérieur. En fait, on est toute la libido, quand elle est bloquée dans le sujet. Comment peut-on se séparer de sa mère? Ben, en fait, c'est la libido. Non, c'est la libido, avoir quelqu'un dans votre vie qui soit plus important que maman. Par exemple, non, c'est-à-dire réorganiser la libido, mais que l'amour que nous avons avec ce premier objet d'amour, c'est quelque chose qui est très très fort. Alors ça peut s'appeler maman, comme ça peut s'appeler autrement, non? Parce qu'il y a des... c'est pas obligatoirement, disons, parce que c'est la même libido, c'est le même attachement. Donc après, c'est plus exactement ma maman, mais c'est une autre femme, mais je suis attachée à cette femme comme si c'était ma mère. Est-ce que c'est pas la mère plutôt de se séparer de son ado? Bah, c'est les deux, non? L'adolescent, lui, il doit vivre sa vie, et la maman, elle doit le laisser tranquille pour qu'il vive sa vie. Ça, c'est une manière de se détacher. Donc, madame, la psychanalyse, c'est le fondement de la sexologie. Non, c'est une manière de lire la sexualité de l'être humain. Non? Mais la séparation, Olivier, ce n'est pas l'acceptation de la castration. L'acceptation de la castration, c'est pas en se séparant seulement de la mère. C'est la castration, c'est savoir qu'il n'y a rien qui me complète. La castration, c'est savoir que je ne suis pas une personne complète, que j'ai un manque, que je suis constituée par ce manque. C'est ça la castration. Et de pouvoir vivre en sachant que c'est un élément qui fait partie de ma constitution, un vide. La masturbation en psychanalyse. J'ai déjà une vidéo sur la masturbation en psychanalyse. Me rappelle plus de la castration. Ben voilà. Ah, vous voulez un sujet sur la castration pour la prochaine fois, c'est ça, la castration. Bon, ben ça, c'est une bonne idée. On peut peut-être choisir ça pour la fois prochaine, la castration. C'est un concept psychanalytique. D'accord? C'est un concept. Ce n'est pas quelque chose qui a été... c'est une construction aussi, la castration, non? C'est avec le complexe d'Oedipe d'un côté et la castration de l'autre. Bon, bah alors, nous sommes arrivés. Vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont apprécier aussi la possibilité de découvrir ces nouvelles idées. Parce que ce qui est intéressant pour l'être humain, c'est de découvrir qu'il y a des manières de penser qui ne sont pas seulement les leurs, qu'il y a d'autres manières de penser et que de temps en temps, penser, changer d'idée, renouveler nos idées, c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous rajeunit, non, changer d'idée, c'est quelque chose. Merci à vous, Olivier, Katia, merci à vous, qui nous fait du bien. Nathalie, ça passe vite. Noureddine, merci à vous. Serge, bonne soirée. Vanille, un plaisir de vous écouter. Merci d'être là. C'était très intéressant. Bonne soirée. Pauline, au revoir. Belle soirée à vous. Intéressante à nouveau. Bonne soirée à vous, Marie-Thérèse. Sarah, pouvez-vous évoquer une prochaine les processus de symbolisation? Oh, mais ça c'est compliqué. Merci Stéphanie, au revoir. Et Lola Psy, au revoir. Quelle belle soirée. Samy, au revoir. Merci Martine. Et bon repos. Myriam, bonsoir. Annick, bonsoir. Bon, bah alors, on continue. Rendez-vous mardi prochain à la même heure. Et Célia, Nicole, Claudette, bonsoir. Marilyn, bonsoir. Donc, on resterait un petit moment de plus, non? Je vois que Vazia, bonsoir. Monique, Cécile, au revoir. Chanchon pour ces partages qui nous font évoluer. Marie, bonsoir. Comme thématique, Yana, merci. Merci beaucoup pour ces informations très intéressantes. Donc, partageons-les pour que d'autres personnes puissent avoir un recours, si ça les intéresse, parce que après, chacun fait ce qu'il veut. Mais au moins, vous l'avez partagé.
Alors, bonne continuation, à la prochaine fois, d'accord, et à mardi prochain. Rendez-vous. Au revoir Françoise, au revoir Céline, Marie-Laure, à mardi. Au revoir.